Antoine Caron est un peintre français né en 1521 et mort en 1599. Il travaille d'abord dans un atelier de vitraux avant d'entrer en formation à l'école de Fontainebleau entre 1540 et 1550. Devenu le peintre de la cour d'Henri II et de Catherine de Médicis en 1561, il aide à l'organisation de cérémonies royales telles que le sacre de Charles IX et en fait de nombreuses illustrations. Les œuvres de Antoine Caron représentent pour la plupart des scènes historiques comme l'arrestation et le massacre de Thomas More, mythologiques comme Diane chasseresse, religieuses comme la résurrection du Christ ou allégoriques comme le triomphe de l'été. Ce tableau a été réalisé en pleine Renaissance et on peut d'ailleurs y retrouver les caractéristiques de ce temps. Pour peindre son œuvre, Antoine Caron a utilisé la peinture à l'huile, qui est une nouvelle technique mise au point par Van Eyck au XVIe siècle. De plus, il met en scène la reine Artémise II, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, et dont on connaît l'histoire par les écrits d'Olugène. En effet, l'admiration des humanistes et des artistes de la Renaissance pour l'Antiquité est proéminente, et le commanditaire de l'œuvre, Nicolas Houel, est lui-même un humaniste. On peut voir à gauche du tableau une statue de Minerve avec un travail marqué de la lumière. On la reconnaît grâce à son casque et à la tête de Méduse présente au milieu de son bouclier. C'est la déesse de la sagesse et de la stratégie. La représenter ici nous montre que le jeune prince est sous sa protection et qu'elle lui inspirera la sagesse. Ceci est confirmé par la présence d'un livre et de globes à côté de la statue. Au pied de la statue se trouve un groupe d'hommes habillés assez richement et portant sur leur tête une couronne de laurier. Le premier tient dans ses bras un globe terrestre et dans sa main gauche un compas, symbole de la connaissance du monde et de l'astronomie. Un deuxième est courbé pour être à la hauteur du jeune garçon et lui présente un livre. Par ce geste, il lui montre et lui donne le savoir et la sagesse. On peut remarquer un boulier par terre qui représente le savoir mathématique. On voit les techniques de la Renaissance dans la précision du drapé de la tunique de l'homme et dans la perspective et les ombres qui donnent aux marches une apparence de volume. À droite du tableau se trouve la statue de Mars qui est placée symétriquement à la statue de Minerve. La composition du tableau montre bien la comparaison et la compétition entre les deux déités. Il porte sur sa tête un casque et représente la victoire guerrière. Autour de lui sont assemblés des soldats romains habillés de leurs armures et par terre se trouvent des arcs, des flèches et un bouclier. Le premier soldat est habillé d'une armure contenant de la couleur verte. En effet, les nouvelles techniques chimiques pour obtenir des couleurs ont permis d'avoir des couleurs plus variées comme ce vert émeraude. Il tient dans sa main gauche un casque et dans sa main droite une épée qu'il présente au prince comme pour lui transmettre l'art de la guerre. Au centre du tableau se trouve une jeune femme, que l'on identifie comme Catherine de Médicis, et un garçon, le jeune Charles IX, qui régnera entre 1560 et 1573. En effet, veuve d'Henri III, elle se consacre à l'éducation de son fils en attendant qu'il soit en âge de monter sur le trône, assurant la régence jusqu'à 1570, à ses 20 ans. On la voit penchée sur la droite, avec un visage doux, proche des représentations de la Vierge. Elle attire l'attention de son fils sur un livre proposé par un homme du côté de Minerve, et, de dos, repousse les combattants de Mars. On comprend donc qu'elle privilège la stratégie et la sagesse au combat pur, tant qu'à l'éducation du futur Charles IX. Il écrira un livre sur la chasse et recevra une grande éducation artistique et de lettres. Lui, cependant, n'a pas l'air de voir les choses de la même manière. Sa tenue est bien plus proche des soldats, contrastant avec celle de sa mère, et sa figure est tournée vers la gauche. Il semble curieux et intéressé par le côté guerrier plus cruel du tableau. En effet, durant son règne, il était dit d'une grande cruauté, ainsi que d'une grande folie. Les guerres de religion, le support des Huguenots par les Médicis et la Sainte Barthélemy aidèrent à cette réputation. Ces événements eurent un grand impact sur sa santé. Il doit se réfugier au château de Vincennes, alité. Il meurt le 30 mai 1574 d'une pneumonie tuberculeuse, rongée par le doute et le remords. Ici,
Catherine de Médicis est comparée à la reine Artémise II, gouvernante de l'ancienne cité grecque Halicarnasse. Dévastée par la mort de son mari en -353, elle va s'occuper de la régence et de l'éducation de son fils, après avoir construit le mausolée d'Halicarnasse, l'une des 7 merveilles du monde. Catherine de Médicis lui est comparée, car elles ont toutes deux perdu leur mari et assuré une régence, tout en étant considérées comme l'une des meilleures reines que leur pays ait pu porter, ou comme une bizarrerie, un monstre, par d'autres. En arrière-plan du tableau, nous pouvons voir 2 paysages, un à droite et un à gauche, qui sont séparés par une porte ouverte. Derrière celle-ci se trouve une allée en perspective linéaire, qui est une nouvelle technique picturale de la Renaissance. Le côté gauche est celui du peuple, symbolisé par des champs, tandis qu'à droite on retrouve une ville fortifiée, symbole de la cour royale, lointaine et supérieure au sujet. On comprend que les 2 Médicis choisissent une politique de réunion du peuple, effectuée par exemple par le biais de leur tour de France de 2 ans, et symbolisée ici par leur face tournée vers la gauche du tableau. On remarque d'autre part que l'ensemble du tableau, les proportions sont respectées et les personnages sont représentés de façon réaliste, comme c'est le cas des œuvres typiques du XVIe siècle européen.